parce que beau temps, mauvais temps, il est là, présent, le café politique tous les vendredis à notre matinale. Il me fait plaisir de retrouver à Caraquette François Gravel, éditorialiste et responsable de contenu à l'Acadie Nouvelle. Bonjour François. Hey, bonjour Martine. Dans les heures qui ont suivi le café politique la semaine dernière, nous avons appris la nomination d'une nouvelle lieutenante gouverneur du Nouveau-Brunswick, Louise Imbeau, une ancienne collègue à vous, je crois, se succédera à Brenda Murphy. Et comme un bon éditorialiste, ne reculant devant rien ce matin, je vais énoncer une prise de position tranchée en disant qu'il s'agit d'un excellent choix. Bon, ben voilà, ça part en force, cette affaire-là. Jacques Poitras, notre collègue de CBC à Fredericton. Bonjour, Jacques. On va jouer à la tribune de la presse ce matin. Bonjour. Oui, c'est ça. Puis toujours des nouvelles juste après le café politique les vendredis. Qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui? Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être qu'on stimule quelque chose. On sait une chose, c'est que c'est toujours un bon rendez-vous avec vous deux, messieurs. Alors, c'est lancé avec notre premier café. C'est un incontournable. Je vais commencer avec vous, François Gravel, à Caraquette. Bon, discours du trône, feuille de route de ce nouveau gouvernement Holt qui a été dévoilé cette semaine. Le premier discours du trône d'un tout nouveau gouvernement tout neuf, là, comme celui de Susan Holt, comporte rarement de grandes surprises. Pourquoi? Parce que les projets, les objectifs exprimés dans le discours du trône, la feuille de route, comme vous dites, Martine, sont bien sûr puisés à même le programme électoral. Et en plus de ça, la première ministre Holt a rendu public les lettres de mandat de ses ministres, là, qui donnent encore plus d'indices sur la direction qu'elle veut donner à son gouvernement. Ce qui fait que personne n'était vraiment en état de choc là, en écoutant le discours livré une dernière fois, d'ailleurs, par la lieutenant-gouverneur actuelle, Brenda Murphy. On le savait que les libéraux ont l'intention de créer des cliniques de santé communautaires au cours des prochaines années. On le savait que les grandes priorités, ce serait la santé et le coût de la vie. C'était aussi, par contre, le discours d'un changement de garde, bien sûr. L'ancienne administration est partie. Parce que, et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on dit? Bon, les anciens sont partis parce que tout allait mal, la nouvelle administration arrive, alors tout ira mieux. Et c'est un peu la promesse qui est faite, dans le fond, hein, quand un nouveau gouvernement arrive et promet d'agir rapidement sur plusieurs fronts en même temps. Dans le cas de Mme Holt, elle nous promet d'agir très rapidement dans les 100 premiers jours pour plusieurs promesses. Ce ne sont pas les 20 promesses en 200 jours de changement là, qui avaient été promises et livrées par Bernard Lord en 1999. Mais Mme Holt nous promet quand même des actions importantes et c'est un peu le message qu'elle a tenté d'envoyer dans le discours du trône. C'est-à-dire que le gouvernement ne laissera pas traîner les choses, qu'il va même être hyper actif. On verra maintenant s'il pourra tenir le rythme qu'il nous promet. D'ailleurs, dans le prochain café, on va aborder certaines des mesures déjà confirmées et amorcées là, dans le processus. Là. Jacques, vous êtes aux premières loges dans la capitale, à Fredericton, lorsqu'un nouveau gouvernement rentre à l'Assemblée législative. Il y a quand même une certaine effervescence dans l'air, là, un jour de discours du trône comme celui de cette semaine. Absolument, absolument. Et je suis d'accord avec François qu'il n'y avait pas beaucoup de surprises. La plateforme libérale pendant la campagne était tellement spécifique et détaillée avec des coûts, des échéanciers, qu'il restait vraiment pas beaucoup à dire dans le discours du trône, franchement. Mais c'est là que nous avons su, puis nous discuterons dans le prochain segment, que le gouvernement n'allait pas enlever le TVP de nos factures d'électricité, mais qu'ils vont nous offrir des rabais au lieu équivalents. Mais autre que ça, pas vraiment des grandes surprises. J'étais très intéressé à voir la réaction de l'opposition officielle aussi hier, les PC reconnaissent que les libéraux ont un mandat pour faire ces choses-là. Ils reconnaissent que la plateforme était très détaillée, puis ses engagements étaient très spécifiques. Alors, ils ne s'opposent pas à les grands objectifs. Ils posent des questions sur les détails, sur certains aspects de comment ils vont le faire. Mais le discours comme tel était pas tellement surprenant. Les lettres du mandat sont intéressantes parce qu'on a vu dans la première période de questions que des ministres penchaient sur ces lettres beaucoup. Les réponses des ministres souvent étaient « comme vous pouvez lire dans mon lettre de mandat », etc. Alors, c'est vrai. Ces lettres-là nous donnent un peu de comptabilité aussi. Absolument. Ben, allons tout de suite, justement, dans le vif du sujet et dans le concret de ce qui a été présenté dans ce discours du trône qui a été suivi, Jacques Poitras, par certaines annonces
annonces. Donc, prenons la balle au bon tout de suite, Jacques, sur le rabais de l'électricité, sur l'électricité qui est modifié, a dit la première ministre, pour pouvoir aller plus rapidement. Il y a aussi des questions du prix de l'essence, du plafonnement des loyers. Alors, qu'est-ce que vous faites de tout ça, Jacques Poitras, d'abord? Oui, c'est comme le chef PC Glenn Savoie a dit, ça va être dans les détails qu'on va trouver des aspects très intéressants. En offrant, si les libéraux auraient enlevé le TVP des factures, ça prendrait jusqu'à le 1er avril pour le faire. Alors, cette mesure-là de rabais aide la population plus vite. Mais l'autre aspect, c'est que ça tombe dans l'année actuelle fiscale. Ce que ça veut dire que ça va ajouter au déficit de cette année. Et on va parler du déficit dans le prochain segment, mais tout s'entremêle cette semaine. Mais c'est très intéressant cet aspect-là. Et sur le prix d'essence, c'est très compliqué à expliquer, mais on enlève ces 4 sous-là de la formule pour réglementer les prix, mais ce qui va aider les conducteurs à économiser dès la fin de l'année. Mais Susan Holt parle maintenant d'éliminer la réglementation sur le prix d'essence complètement, ce qui permettrait les producteurs de réajouter ce coût-là aux consommateurs sans visibilité, sans transparence. Alors ça aussi, c'est intéressant. Le cap sur les loyers, beaucoup de réactions très positives. Beaucoup de réactions positives à les 2 autres éléments de l'abordabilité qu'on a annoncé cette semaine. Et on voit, je pense, un gouvernement qui essaie d'établir une réputation pour suivre et respecter leurs engagements. Je vais aller chez vous maintenant, François Gravel, sur les premiers pas de ce gouvernement Holt. Oui, bien à la suite du discours du trône, c'est ça, on a vu des annonces importantes qui ont été faites très rapidement, sans perdre de temps. L'élimination de l'ajusteur de carbone, qui était en fait une taxe spéciale sur l'essence imposée par le gouvernement précédent pour aider les pétrolières à les aider à respecter de nouvelles normes environnementales imposées par le gouvernement Trudeau. Plafonnement de 3 % du coût des loyers et rabais de 10 % sur les factures d'électricité. 3 annonces, donc, qui ont en commun qu'il s'agissait pour les libéraux de promesses fortes, qui ont été mises en vedette pendant la campagne électorale. Des promesses aussi qui ne sont pas hyper compliquées à mettre en vigueur. La promesse d'éliminer la taxe provinciale sur l'électricité était complexe à mettre en application. Alors, le gouvernement a choisi une autre voie de contourner le problème en accordant un rabais équivalent à cette taxe provinciale. Ce sont aussi tous des 3 engagements qui vont être mis en application rapidement, qui ont un impact direct sur le portefeuille des citoyens. C'est important, ça aussi. Ça permet, pour le gouvernement, et je pense que c'est un peu l'objectif aussi, d'accentuer très rapidement la cassure avec le précédent gouvernement, celui de Blaine Higgs, qui avait refusé d'aller dans cette direction. Ce sont des mesures qui permettent aux libéraux de montrer le plus rapidement possible aux électeurs que le changement de gouvernement a un impact. Regardez, nous sommes là maintenant et grâce à nous, votre loyer va augmenter moins rapidement, ça va vous coûter un petit peu moins cher d'essence. Ce sont des mesures qui vont toucher plus de gens plus rapidement que d'autres engagements importants libéraux, comme par exemple la création des centres de santé communautaires. C'est pourquoi, stratégiquement, politiquement, c'est pas une coïncidence qu'on a commencé avec ces 3 annonces-là. On comprend en fait pourquoi le gouvernement Holt les a annoncées très rapidement après son élection et après le discours du trône. On va passer au 3e sujet, on le disait là. Vraiment, nos cafés cette semaine s'entrelacent parce que vendredi passé aussi, le ministre des Finances, René Legacy, a fait sa mise à jour économique. On dénote quand même, François Gravel, un changement là, avec le gouvernement précédent. Pour les libéraux, tout est beau, tout va bien, tout est ensoleillé, mais avec un nuage plus sombre à l'horizon. Et ce nuage, c'est le fait qu'ils arrivent au pouvoir alors que le gouvernement s'apprête à terminer l'année avec un déficit budgétaire. Selon les données que le ministre des Finances, René Legacy, nous a présentées, si rien n'est fait du tout, le gouvernement provincial va terminer l'année financière au 31 mars 2025 avec un déficit de 92 millions de dollars. Le tout attribuable en grande partie, bien sûr, là, au dépassement de coûts en santé en raison de l'embauche des infirmières d'agences privées. Un déficit de moins de 100 millions de dollars, ce n'est pas catastrophique, je vous dirais, quand on prend en compte l'ampleur du budget du Nouveau-Brunswick.
Sauf que les libéraux ont pris certains engagements. On pense bien sûr aux primes de 10 000 qu'ils entendent verser aux infirmières. On ne sait pas exactement combien ça va coûter, mais c'est estimé, selon les premiers estimés qu'on nous a offerts, à au moins 70 millions de dollars. Là. On a presque déjà doublé à ce point-ci le déficit. Là. Et d'autres dépenses s'en viennent aussi. L'autre problème des libéraux, c'est que pour éviter de voir le déficit budgétaire gonfler trop rapidement, ils vont devoir apprendre à dire non. Et c'est difficile de dire non quand on vient de défaire un gouvernement qui disait souvent non, qu'on a critiqué parce qu'il disait non et qu'on a promis de gouverner différemment avec d'autres priorités. Susan Holt va probablement, dans les prochains mois, devoir marcher sur une glace peut-être plus mince que prévu afin de respecter ses engagements, y compris celui de livrer des budgets équilibrés. Merci beaucoup, François. Bon, parlons finances avec vous maintenant, Jacques Poitras. Qu'est-ce que vous dénotez dans tout ça? C'est intéressant qu'on a réalisé que le ministre et après ça, la première ministre nous a dit qu'un déficit cette année ne compterait pas leurs engagements sur les budgets balancés parce que les PC étaient au pouvoir pendant 7 mois de cette année fiscale. C'était un budget PC dans le mois de mars. Alors, c'est une précision qu'on n'a jamais entendue pendant la campagne électorale, mais la logique des libéraux, c'est que les budgets balancés que nous avons promis, ce sont les budgets que nous allons livrer pendant les 4 ans de notre mandat. Et Susan Holt dit, on peut pas contrôler les décisions ou les chiffres de cette année parce que nous n'étions pas au pouvoir depuis 7 ans, sauf que cette décision sur les rabais pour les factures d'énergie au Nouveau-Brunswick, ça, c'est une décision que les libéraux peuvent contrôler, une décision qu'ils ont prise dans les 2 dernières semaines qui va affecter les chiffres cette année. Alors, c'est un petit détail de cet engagement qu'on aurait peut-être apprécié discuter pendant la campagne et non pas après. Bien, on va avoir du temps, là. Discutons. C'est lancé. Les premiers pas de ce gouvernement, on les a vus cette semaine et je pense qu'on va être très occupés jusqu'aux fêtes. Cela dit, c'est le temps de passer à vos cafés. Et je commence avec vous à Fredericton, Jacques Poitras. Quels cafés vont à qui cette semaine? Un café très, très, très corsé pour le ministre des Finances, René Lagacé, qui a appris hier ou peut-être mercredi que le gouvernement fédéral va donner un congé de TPS aux consommateurs pour certains produits pendant la période de Noël. Sauf c'est le fédéral qui ramasse notre TVH provincial en même temps. Et ici, le fédéral ne le collecte pas. La province pourrait perdre des 10 de millions de revenus, comme vous avez discuté avec le ministre Dominique Leblanc. Alors, c'est beaucoup de caféine nécessaire pour le ministre Lagacé d'avoir besoin de peut-être recalculer encore son déficit de cette année. Et aussi, un café très, très fort pour aider un nouveau député qui n'a pas beaucoup de sommeil cette semaine, Alexandre Cédric Ducette, nouveau député de Moncton-Est, qui était absent cette semaine, un jeune politicien très ambitieux qui a manqué le discours du trône, manqué la première période de questions parce que il a un nouveau bébé dans sa famille, et Florence, voilà. qui était né mardi, la même journée que le discours du trône. Alors, il a dû manquer des travaux cette semaine. Ça représente peut-être aussi une évolution dans le rôle des députés, des hommes qui sont élus. Je ne peux pas croire que 30, 40 ans passés, un jeune député ambitieux aurait manqué le discours du trône, même dans cette circonstance-là. Les choses changent dans le bon sens. Les choses évoluent rapidement. Alors, félicitations à Alexandre Cédric Ducette. Ah, c'est bien envoyé. Messieurs, merci beaucoup pour cet autre café politique, toujours. Ah, j'ai oublié François Grabel. Qu'est-ce que je fais là? Hey, les messages allaient entrer, François. C'est terrible. Allez-y avec vos cafés. J'étais ébranlé. Je me disais, quoi, mais qu'est-ce qui se passe? François, mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Allez-y. Alors, dans le même ordre d'idée que Jacques, évidemment, je m'en serais voulu de ne pas parler du tout de l'annonce de Justin Trudeau d'hier concernant le congé de TVH. Hein. Alors, café,
acheter sans taxe de vente, sans TVH, avec de l'argent reçu par chèque d'Ottawa, bien sûr, donc pour le premier ministre Trudeau lui-même, concernant son annonce. C'est pas vraiment une coïncidence, mais je trouve quand même que M. Trudeau s'inspire de Blaine Higgs, qui lui aussi voulait réduire, on se souvient, la TVH, quoique sur une base permanente dans son cas, et non pas temporaire. Et M. Higgs aussi qui distribuait des chèques, qui trouvait que c'était une stratégie pour donner un congé, pour donner un coup de pouce aux gens. Ça n'a pas été payant pour M. Higgs le jour du scrutin. Alors, on verra bien si ça va mieux fonctionner pour M. Trudeau, mais bon, deux stratégies qui se ressemblent un peu. Café amer aussi au maire d'Edmundston, Éric Marquis, qui a dénoncé cette semaine le fameux syndrome du pas dans ma cour quand vient le moment de créer de nouveaux logements. La ville d'Edmundston a besoin de nouveaux logements, mais chaque fois qu'un projet est présenté, les résidents du secteur visé s'y opposent. Sortie intéressante, donc, du maire Marquis, mais sa municipalité qu'il dirige a elle-même parfois tendance à plier devant l'opposition. En mai, un projet de quartier de mini-maison avait été soumis. Des citoyens ont lancé une pétition et la ville a plié à la suite de recommandations de son comité consultatif d'aménagement. Donc, c'est un équilibre qui n'est pas facile à gérer pour les municipalités qui veulent agrandir leur parc immobilier, mais en gérant aussi l'humeur des citoyens. C'est le cas de Munster, mais on a vu des cas aussi dans plein d'autres villes, dans la région de Moncton notamment. C'est un défi important. Absolument. Il me semblait aussi qu'on finissait plus tôt que d'habitude. Excusez-moi, François, franchement. Merci beaucoup à vous deux pour tout ça. C'était encore une fois un excellent café politique. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine.